Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la première conférence mensuelle du calendrier 2024-2025 du RQSPAL. Notre conférencier aujourd'hui se nomme Louis Plourde. C'est un candidat au doctorat en sciences pharmaceutiques sous la supervision de Michel Dorval à la faculté des sciences, pas des sciences, à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Il fait partie de l'axe oncologie du Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, du Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval, ainsi que de l'équipe du professeur Michel Dorval pour le projet de recherche P3A. Donc, le titre de la conférence d'aujourd'hui est La thérapie assistée par la psilocybine en contexte de soins palliatifs au Québec, situation actuelle, acceptabilité et enjeux pratiques. La période de questions pour ceux qui en auront se fera à la toute fin, donc n'hésitez pas à soit les écrire dans le chat ou à la toute fin si vous voulez interagir oralement, de lever la main, donc d'utiliser le bouton et je vous permettrai d'ouvrir vos micros pour échanger. Donc, Louis, je te laisse la parole pour ta présentation. Bonjour à tout le monde et merci d'être là. Bienvenue. Sans plus tarder, on va regarder. Oh, pardon. Voilà. Je vous présente ici un court aperçu de la présentation à venir. Donc, on va parler évidemment de psilocybine, de détresse existentielle. On va devoir parler un peu des mécanismes sous-jacents à l'expérience psychédélique pour mieux comprendre les enjeux de mise en pratique. On va évidemment s'attarder à la thérapie assistée par la psilocybine. On va parler du contexte médico-légal actuel, de notions d'acceptabilité sociale et professionnelle. Et on va finir avec des enjeux pratiques et une perspective pour l'avenir. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'est la psilocybine? Donc, d'entrée de jeu, c'est une substance psychédélique qui est naturellement présente dans plusieurs types de champignons, mais particulièrement dans les champignons de genre psilocybe, dont il existe plus d'une centaine d'espèces mondialement. L'usage rituel, donc dans des cérémonies sacrées, dans un contexte sacré, peut être retracé jusqu'à quand même plusieurs millénaires avant notre ère et dans à peu près tous les coins du globe. Les Aztèques particulièrement appelaient ces champignons la chair des dieux. La psilocybine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été formellement introduite dans le monde scientifique à la fin des années 50 par le chimiste suisse Albert Hoffmann, qui avait une décennie plus tôt découvert les propriétés du LSD. Donc, c'est Hoffmann qui a identifié, synthétisé et nommé la molécule psilocybine. Et depuis son introduction, il y a quand même un intérêt croissant pour ses bénéfices potentiels et plus particulièrement depuis le tournant des années 2000. Donc, on parle ici d'une renaissance psychédélique qui est due à un certain relâchement des restrictions légales pour faire des études cliniques. Et évidemment, c'est un intérêt qui concerne plusieurs indications. Au cours des 5 dernières années, au Canada, on a 37 essais cliniques qui ont été enregistrés qui concernent la psilocybine. Il y en a 4 qui ont été complétés depuis 2019, 14 qui sont présentement en cours, dont des études de phase 2 et une de phase 3, et 19 essais cliniques qui sont en attente. Et l'an dernier, en 2023, le gouvernement du Canada a investi plus de 3 millions, pas plus, près de 3 millions de dollars dans l'étude des bienfaits potentiels de la thérapie assistée par la psilocybine. Et ça concerne plusieurs indications qui incluent la dépression majeure réfractaire, le trouble d'anxiété généralisée, le syndrome de stress post-traumatique, les troubles de consommation, donc liés à l'alcool et aux opioïdes, la détresse en fin de vie, qui nous intéresse ici, la douleur neuropathique et le trouble obsessionnel compulsif, le TOC. Donc, qu'est-ce qu'est la détresse existentielle dont on parle ici? Tout d'abord, il n'y a pas encore de définition consensuelle dans la communauté scientifique et médicale. Dans la littérature, on parle généralement d'une condition assez complexe et quand même assez pénible qui peut englober des symptômes de dépression, d'anxiété face à la mort et aux souffrances qui précèdent, de démoralisation et de perte de sens. C'est une condition qui est quand même relativement fréquente chez les personnes qui sont confrontées à un pronostic réservé ou à une maladie grave et incurable. C'est une perturbation, bien sûr, profonde de la qualité de vie
et c'est particulièrement difficile à traiter avec les approches conventionnelles. Donc, on parle d'une condition réfractaire. La pharmacothérapie, la psychothérapie et l'accompagnement, psychosocial et spirituel, heu, ont quand même une efficacité qui est non négligeable, mais qui demeure limitée. Et on peut aussi penser à la détresse existentielle comme une forme de souffrance totale, une souffrance aiguë qui est susceptible de motiver un recours à la sédation palliative ou à l'aide médicale à mourir. Et comparativement aux approches conventionnelles, la thérapie assistée par la psilocybine serait une approche assez prometteuse. Donc, il y a un intérêt particulier depuis, la publication de 2 études, celle de Griffiths, qui a été tenue à Johns Hopkins et celle de Ross et son équipe qui a été faite à NYU. Donc 2 essais cliniques, randomisés auprès de personnes atteintes d'un cancer avancé, où on comparait une dose unique de psilocybine versus un placebo dans le cadre d'une psychothérapie. Et les 2 études en sont venues sensiblement au même résultat. Donc, il y avait des bénéfices qui étaient immédiats, substantiels et prolongés. Donc, on avait une réduction significative de l'anxiété et de la dépression, une réduction de la, démoralisation et de la peur de mort, donc une meilleure acceptation de la mort et une élévation de la qualité de vie, du sens de la vie et de l'optimisme en général. Et 6 mois plus tard, le taux de réponse était encore significatif chez 80 des patients traités. Donc, pour mieux comprendre les enjeux de la thérapie assistée, on se doit de considérer, les mécanismes sous-jacents et l'expérience psychédélique en soi. Parce qu'une particularité ici, c'est que les bénéfices thérapeutiques de la psilocybine dépendent principalement de la nature, de la qualité et de l'ampleur de l'expérience plutôt que d'une simple action pharmacologique. Sur le plan moléculaire, la psilocybine fait partie de la sous-classe des tryptamines, tout comme le LSD et la DMT, la diméthyltryptamine, qui fait, partie composante de l'ayahuasca. La psilocybine et la psilocine, qui est son métabolite actif, sont étroitement apparentés à la sérotonine, à laquelle son mode d'action est, lié, bien sûr. Donc, on qualifie la psilocybine de substance psychédélique sérotoninergique. Et son action, en fait, c'est que ça agit sur les récepteurs sérotoninergiques qui sont extrêmement, répandus dans le cerveau et dans le système nerveux et les récepteurs de type 2A seraient les plus impliqués dans l'expérience psychédélique. Sur le plan neurologique, plus précisément, lorsque la psilocybine est consommée, il y a une dérégulation de certains centres de contrôle, notamment le mode par défaut. Donc, le mode par défaut est un réseau qui exerce un rôle fonctionnel important dans la conscience de soi et dans la construction de l'ego. Et particulièrement, une activité anormale, du mode par défaut est associée à plusieurs troubles mentaux. Donc quand on parle d'activité anormale, on parle surtout d'une suractivité, trop contrôlante en quelque sorte, donc qui résulte en, des symptômes de dépression, de troubles anxieux et de dépendance. Donc, la psilocybine va catalyser un état qui est plus entropique que la conscience normale. On parle de plasticité neuronale, donc un état qui est non contraint, flexible et hyper associatif, donc qui amène l'émergence de nouvelles perspectives et de prise de conscience et qui peut permettre aussi une révision de distorsions cognitives et de traits rigidifiés ou pathologiques. On peut parler aussi du processus thérapeutique, de la psilocybine comme une réinitialisation, un reset ou un reboot de, l'équilibre cérébral. Donc on la recomposition des fonctions cérébrales après l'expérience se ferait de manière plus saine et optimale, donc avec une meilleure intégration du sensorium et des perspectives nouvelles. Et ça amène aussi une réceptivité et une ouverture accrue aux nouveaux apprentissages. Parlons maintenant de l'expérience. Donc, la dose qui est généralement administrée en psychothérapie et dans les études cliniques se situe entre 20 et 30 milligrammes de psilocybine, qui est une dose modérément élevée qui correspondrait à 3 à 5 grammes
de champignons de type Golden Teacher, qui sont les plus répandus dans les champignons magiques. Et les effets subjectifs sont perceptibles entre 20 et 40 minutes après l'ingestion et s'estompent après 4 à 6 heures selon la dose. Et chose que je tiens à dire ici d'entrée de jeu, c'est que la psilocybine ne provoque pas d'hallucinations à proprement parler, sauf dans de très rares cas. Et il est important aussi de prendre en considération que l'expérience psychédélique est largement influencée par l'état psychologique initial de l'individu, donc du patient. On parle du vécu, de la structure de personnalité, l'état émotionnel, les attitudes culturelles et particulièrement les intentions ou les attentes. Et c'est également influencé par l'environnement physique et social dans lequel l'expérience se déroule. Donc, on parle ici de set and setting, qui sont deux variables extra-pharmacologiques qui sont extrêmement importantes et à considérer dans la thérapie assistée. Donc, on peut dire ici que chaque séance psychédélique devrait être considérée comme phénoménologiquement unique, tout comme chaque patient devrait être considéré comme un individu unique. Donc, si on parle du profil de l'expérience, bien sûr, au cours des dernières années, des 10 dernières années surtout, les expériences dites mystiques ou océaniques se sont démarquées dans les essais cliniques comme de fiables indicateurs des bénéfices de la psilocybine. Donc, on décrit ces expériences-là comme ineffables, des sentiments exaltés d'unité, d'interconnectivité, une transcendance du temps et de l'espace, une impression de vérité ou de réalité ultime. Donc, on parle de qualité noétique dans ce cas-ci. Donc, c'est des expériences qui sont hautement significatives et transformatrices. Par contre, il y a aussi plusieurs autres types d'expériences qui peuvent avoir quand même des bénéfices importants. On parle d'expériences sensorielles esthétiques, ça peut être des expériences qui sont psychodynamiques autobiographiques, cognitives intellectuelles ou symboliques et archétypales. En contrepartie, on a bien sûr les expériences difficiles ou dysphoriques, qui est le principal risque associé à la psilocybine. Bien sûr, dans le langage populaire, on parle ici de bad trip. Donc, c'est des expériences qui sont dominées par des sentiments d'anxiété, de désorientation, de confusion, de sentiments de culpabilité, de chagrin, de la paranoïa ou de la panique, ou tout simplement par des inconforts physiques. Et tout ça peut être mélangé et fluctue avec le temps. Heureusement, c'est un état qui est transitoire et malgré les connotations négatives, ça peut quand même avoir un potentiel thérapeutique et ça peut être révélateur. Donc, évidemment, ça doit être bien géré, donc habilement par les thérapeutes et adéquatement aussi intégré par la suite. Donc, si on parle de la thérapie assistée par la psilocybine, donc on peut utiliser l'acronyme LATAP. Donc, quel est son déroulement? Donc, il y a 3 stades à la thérapie assistée. Donc, tout d'abord, la préparation. Donc, on parle de quelques séances où il va y avoir, euh, on va établir l'alliance thérapeutique. Il va y avoir aussi des conseils d'orientation de la part du thérapeute. Et on va demander au patient de bien penser à ses intentions qui mettent en scène vraiment son expérience psychédélique. Et il y a évidemment le consentement qui est signé à ce moment-là. Lors de la séance psychédélique, qui dure environ 8 heures en général, ça se passe dans un environnement qui est confortable et rassurant, familier, une atmosphère détendue qui favorise l'intériorisation et l'introspection. Et on a toujours un accompagnement qui est soutenu par 2 soignants, donc 2 cothérapeutes, il y en a toujours 2, pour diffuser en quelque sorte les énergies au moment de l'expérience. Et c'est une approche qui est non intrusive. Donc, les cothérapeutes vont vraiment être là pour aider le patient à naviguer à travers son expérience psychédélique et le rassurer, bien sûr, s'il y a des périodes qui sont plus difficiles dans l'expérience. Donc, pour la plus grande partie de l'expérience, le patient est allongé avec un masque sur les yeux et une liste de lecture musicale. Par la suite, il y a un processus qui est très important, qui est l'intégration. Donc, on a un retour sur l'expérience, une introspection et l'intégration des prises de conscience qui sont survenues lors de l'expérience, et où on a un processus aussi de conciliation des nouvelles prises de conscience, des nouvelles perspectives avec les exigences et les opportunités de la vie quotidienne.
Bien sûr, il y a quand même plusieurs critères d'exclusion et des contre-indications qui s'appliquent. Et ça inclut, c'est pas exhaustif, mais ici, ça inclut les antécédents personnels ou familiaux de troubles psychotiques, de schizophrénie ou de paranoïa, le trouble bipolaire, l'épilepsie, les hauts risques de problèmes cardiovasculaires et grossesse et allaitement. Ça nécessite également un arrêt progressif ou complet de certains médicaments qui agissent sur la sérotonine, particulièrement les antidépresseurs, qui représentent quand même un enjeu considérable. Maintenant, en ce qui est du contexte médico-légal actuel au Canada et au Québec, donc la production, la possession et la vente de champignons ou de produits contenant de la psilocybine demeurent interdites, mais il y a 2 voies d'accès à des fins médicales. Donc, à partir de 2020, les patients pouvaient faire une demande d'exemption en vertu du paragraphe 56 de la loi réglementant certaines drogues et substances. Et le désavantage dans ce cas-ci, c'est que le patient devait lui-même, s'approvisionner en champignons. Donc, il y avait un permis de posséder et de consommer, des champignons magiques. C'est une approche qui était compassionnelle et les exemptions étaient accordées par le ministre de la Santé. Donc, entre 2020 et 2021, il y a eu plus de 1700 demandes de déposées. L'accès a été accordé à plus ou moins 200 patients et on regarde un profil d'à peu près 300 jours d'attente en moyenne, ce qui est assez considérable. Et ce programme-là a été remplacé en 2022 par le programme d'accès spécial. Donc, c'est une modification qui est apportée au règlement sur les aliments et les drogues de Santé Canada. Donc, ça permet aux médecins, cette fois-ci, de requérir et d'administrer la psilocybine pour traiter d'urgence un patient. L'urgence est un critère ici important. L'accès est envisagé seulement lorsque les thérapies conventionnelles ont échoué, ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles au pays. Les demandes sont évaluées au cas par cas, hem, et sont généralement traitées à l'intérieur d'un mois. Évidemment, on parle ici de situation d'urgence. Au Québec, en décembre 2022, on est devenu la première province et on est toujours la seule province où les coûts de la thérapie assistée sont couverts par le régime d'assurance publique, donc la RAMQ, qui va rembourser les 2 cothérapeutes impliqués dans la thérapie assistée. Et en septembre 2023, donc il n'y a pas tellement longtemps, il y a environ un an, la première séance légale de thérapie de groupe assistée par la psilocybine a été menée avec 2 personnes atteintes de cancer. Donc c'est une optique qui commence à être de plus en plus considérée, pour, élargir un peu, l'accès à cette thérapie-là. Et plus concrètement, actuellement, la thérapie assistée est offerte à certains endroits au Québec, particulièrement dans la région de Montréal. Donc, à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, à l'Hôpital général juif de Montréal, où ils utilisent des locaux qui font partie du centre de bien-être L'Espoir, c'est la vie, pour les séances assistées. Et ça se donne aussi à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Et bien sûr aussi dans des cliniques ou en pratique privée. Donc, c'est pas exhaustif et il y a beaucoup d'initiatives qui sont présentement en développement pour intégrer ça dans divers milieux de soins. Donc, dans ce contexte, mon projet de recherche, s'inscrit dans le, projet, de recherche P3A, psilocybine en fin de vie, qui intègre un collectif intersectoriel de chercheurs, étudiants, citoyens et patients partenaires. Donc, les objectifs de ce projet-là sont d'évaluer l'état actuel de l'acceptabilité sociale et professionnelle de la TAP, d'identifier les enjeux sociaux, professionnels, cliniques, juridiques et économiques à considérer pour améliorer l'accès et ultimement de proposer des recommandations concertées afin d'établir les balises de l'utilisation de la psilocybine à des fins thérapeutiques. Donc, dans mon projet de recherche, qui a 2 volets que je vais vous présenter, on parle d'acceptabilité et j'utilise ici une définition qui va ainsi. Donc, c'est une mesure dans laquelle les personnes qui reçoivent ou fournissent une intervention en santé la considèrent appropriée. Ça peut également, refléter un jugement collectif
et son évaluation représente une étape clé dans le processus de développement, d'évaluation et de mise en œuvre des interventions complexes, dont la TAP, dans le but d'assurer les meilleures retombées possibles. Donc, la première enquête que j'ai menée porte sur l'acceptabilité sociale. Donc, les objectifs étaient d'évaluer les connaissances, perceptions et attitudes de la population générale canadienne et d'identifier les principaux facteurs associés à l'acceptabilité de la TAP. La collecte a été faite en ligne entre le 23 novembre et le 4 décembre 2022 auprès d'un échantillon établi a priori à 2800 participants, donc qui étaient répartis à travers 4 provinces avec un peu plus de participants pour le Québec, donc 1000 participants pour le Québec et 600 pour l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Et on a eu un taux de réponse de 84 Donc, voici quelques-uns de nos résultats. Donc, on avait un échantillon quand même très bien réparti, donc avec une bonne représentation de tous les groupes d'âge et une représentation égale d'hommes et de femmes. 43 de nos répondants ont complété un baccalauréat ou un diplôme d'études supérieures. Et il est intéressant de noter que globalement, 19 avaient consommé de la psilocybine, que ce soit en contexte récréatif, thérapeutique ou en microdose. 4 Canadiens sur 5 estimaient que la psilocybine représente un choix raisonnable pour un patient qui souffre de détresse existentielle, donc que ce soit parce qu'il s'agit d'un choix personnel ou seulement si les autres interventions se sont avérées inefficaces. 59 des Québécois seraient favorables à utiliser la psilocybine dans le cadre d'une thérapie assistée s'ils souffraient de détresse existentielle. Donc, ici, qu'on voit comparativement dans un cadre moins encadré et dans un cadre littéralement non encadré. 85 des Canadiens estiment que le système public devrait couvrir les coûts de la thérapie assistée, comme c'est déjà le cas au Québec. Et 63 des Canadiens seraient favorables à une légalisation de la psilocybine à des fins médicales, comparativement à seulement 20 pour une légalisation à des fins non médicales. Et pour ce qui est des principaux facteurs qui sont associés à l'acceptabilité, aux attitudes positives de la population à l'égard de la thérapie assistée, en premier lieu, on a l'expérience personnelle avec la psilocybine. Aussi, ensuite, l'exposition antérieure aux soins palliatifs. Donc, on peut penser à l'exposition à la souffrance de patients ou de proches. Et en troisième lieu, l'orientation politique, où les gens d'orientation progressiste étaient beaucoup plus favorables que les gens conservateurs. Le deuxième volet d'enquête, qui est présentement en cours, porte sur l'acceptabilité professionnelle de la TAP. Donc, je mène présentement une enquête auprès de personnes impliquées en soins palliatifs. Les objectifs sont d'évaluer les connaissances, perceptions, attitudes des personnes impliquées au Québec, dans ce cas-ci, dans le domaine des soins palliatifs et de fin de vie, et aussi d'identifier les principaux facteurs associés à l'acceptabilité et aussi les mesures jugées prioritaires pour faciliter son intégration dans les milieux de soins. Donc, c'est un questionnaire anonyme qui est administré en ligne avec la plateforme RedCap. Donc, les participants qui sont invités à participer sont les professionnels, les travailleurs de la santé, proches aidants, bénévoles, gestionnaires, chercheurs et étudiants. Comme je disais, la collecte est en cours, donc s'il y en a qui sont intéressés, vous avez le code QR ici dans le coin et on va partager le lien dans le chat. Et par la suite, il y a des analyses statistiques qui seront faites, donc statistiques descriptives et des modèles de régression multivariés vont être utilisés pour d'autres examens. Maintenant, il y a d'autres projets qui ont été réalisés par le projet P3A, donc des activités de recherche. Donc, on a eu une consultation participative auprès de professionnels de la santé en soins palliatifs, qui était le projet de ma collègue Marianne Masse-Grenier, qui est étudiante à la maîtrise. Donc, ça a eu lieu en avril 2023 à l'Université Laval et on a utilisé l'approche du World Café, où l'objectif était de discerner les facteurs susceptibles de favoriser l'acceptabilité et l'accessibilité
de la TAP au Québec. On a également eu un atelier délibératif en mars 2024 lors du Forum P3 qui a été tenu à Québec, où une soixantaine de parties prenantes, donc professionnels de la santé, patients, citoyens, chercheurs, décideurs et législateurs, ont été réunis pour échanger autour de thèmes ciblés. Et ultimement, tout ça va être utilisé, les réflexions et les idées évoquées vont informer l'élaboration de recommandations visant à baliser le recours à la psilocybine au Québec. Donc, je vous fais part ici de certains points qui ont été évoqués et qui font aussi écho à ce qu'on retrouve dans la littérature jusqu'à présent. Donc, globalement, il y a quand même un intérêt marqué pour la thérapie assistée au Québec. Euh, L'efficacité et la rapidité d'action répondent à un besoin qui est manifeste dans un contexte où le temps est un facteur critique. Et ça représente aussi une nouvelle option de traitement qui est porteuse d'espoir dans un contexte où la désespérance face à la détresse existentielle motive de nombreux recours à l'aide médicale à mourir. Mais bien sûr, il y a plusieurs réserves et des enjeux pratiques qui sont ici en jeu. Donc, on parle ici de possibles entraves à l'acceptabilité professionnelle. Par exemple, il y a la lourdeur des démarches administratives avec le programme d'accès spécial qui sont considérables. L'absence de lignes directrices ou de protocoles d'intervention qui sont normalisés. Aussi la crainte, d'effets indésirables et d'interactions médicamenteuses, au sein de la population qui est visée, qui est une population qui est quand même vulnérable. Il y a aussi des enjeux qui sont relatifs plus spécifiquement à la mise en pratique et à l'élargissement de l'accès. Donc, il y a un grave manque de thérapeutes qui sont accrédités. Il y a aussi beaucoup de questions relatives à l'admissibilité des patients et aux critères d'exclusion euh, auxquels on doit réfléchir. Et il y a aussi quand même l'allocation de ressources, de temps, d'espace, de personnel et de fonds qui sont déjà très limités en santé, qui sont nécessaires. Donc, grosso modo, l'intégration de la thérapie assistée dans les milieux de soins représente quand même un défi qui est considérable. Mais ça nous offre quand même une perspective, qui est quand même assez positive. Donc ça pourrait être une option supplémentaire avant le recours à l'aide médicale à mourir. On sait qu'au Québec, l'aide médicale à mourir est aujourd'hui en cause de près de 7 des décès annuels et la détresse existentielle est une des principales souffrances qui motivent le recours à l'AMM. Et dans un rapport qui a été déposé par le comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir en février 2023, donc le comité reconnaît le caractère réfractaire, donc très difficile à traiter, de la détresse existentielle. Et ils ont formulé la recommandation que Santé Canada revoie les règlements pertinents afin d'améliorer l'accès à des thérapies prometteuses, telles c'est la psilocybine, dans le cadre des soins palliatifs. Et en ce sens, j'aimerais citer ici une de nos patientes partenaires, donc Florence Moreau, qui nous dit: «La thérapie assistée par la psilocybine a été pour moi une aide médicale à vivre». Donc, c'est une perspective ici qui est quand même pleine d'espoir pour la population du Québec et d'ailleurs. Et j'aimerais conclure la présentation comme j'aime bien le faire avec une citation de notre collaborateur, le maître Pierre Deschamps, qui nous dit toute initiative de recherche qui vise à atténuer la souffrance mérite considération, surtout en ce qui a trait aux souffrances constantes, inapaisables et intolérables. Il s'agit d'un devoir d'humanité. Donc, finalement, j'aimerais saluer les chercheurs, collaborateurs, collaboratrices, étudiants et stagiaires qui sont impliqués dans le projet de recherche P3A, qui est dirigé par Michel Dorval et Jean-Sébastien Vallu comme co-chercheur principal. Et j'aimerais également remercier cordialement
Fonds d'enseignement et de recherche de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval et le Centre de recherche sur le cancer pour des bourses accordées et également plusieurs associations et organisations qui organisent plutôt, qui ont été impliquées et qui ont contribué à l'avancement de notre projet de recherche. Donc, je vous remercie pour votre attention et je suis maintenant ouvert à vos questions.